Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Stéphane Valéry va quitter la présidence du Conseil national. Il l'a annoncé aujourd'hui par la voie d'un communiqué, alors qu'il devient l'un des administrateurs de la Société des Bains de Mer. Et alors que se tenait aujourd'hui l'Assemblée générale des actionnaires du groupe, Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la SBM, sera notre invité pour nous présenter les perspectives des prochains mois qui s'annoncent sous les meilleurs auspices. Et il reviendra également sur ces 10 années passées à la tête du groupe alors qu'il quittera ses fonctions fin mars 2023. La compagnie des ballets de Monte-Carlo fait sa rentrée. La saison 2022-2023 débutera dans un peu moins d'un mois par une tournée en Italie. Nous avons assisté aux répétitions à l'atelier. La journée européenne du patrimoine, c'est ce dimanche. Mais que vaut notre patrimoine ? Quelles valeurs véhicule-t-il dans notre société et comment le préserver ? Nous en parlerons avec Laetitia Demassy, chargée de mission auprès de l'Institut du patrimoine. Et puis à la fin de ce journal, vous découvrirez cette alternative économique et écologique qui tend à réduire l'usage de carton à usage unique. Je vous le disais en titre, Stéphane Valéry va quitter la présidence du Conseil national. Cela intervient, Patricia Navarro, après la réunion de ce matin de l'Assemblée générale des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Oui, Émilie, l'annonce est intervenue lors de cette assemblée générale. Stéphane Valéry rejoint le conseil d'administration de la Société des Bains de Mer et c'est dans un communiqué diffusé dans la journée qu'il a donc tenu à annoncer effectivement officiellement qu'il cessera ses fonctions de président du Conseil national à compter du 3 octobre prochain. Cela va donc intervenir très rapidement alors qu'il sera ensuite proposé le 31 mars 2023 au conseil d'administration de la SBM pour succéder à Jean-Luc Biamonti à la présidence. Et dans ce communiqué, Patricia, Stéphane Valéry explique les raisons de ce départ. C'est le sentiment du devoir accompli et la volonté de vouloir servir autrement les intérêts de la principauté qui ont motivé la décision de Stéphane Valéry. C'est ce qu'il écrit dans ce communiqué. La Société des Bains de Mer est par ailleurs une grande société, dit-il, à laquelle sa famille et lui-même sont très attachés depuis plusieurs générations. Il rappelle enfin qu'il s'est pleinement investi depuis février 2018, date de sa plus récente élection à la tête du Conseil national, dans l'exercice de ses fonctions au service de ses compatriotes, mais aussi au service de l'État. Et que va-t-il maintenant se passer au Conseil national, Patricia ? Tout est actuellement en train de se mettre en place. Une date, donc, est avancée, le 3 octobre, pour la fin des fonctions officielles de Stéphane Valéry à la tête du Conseil national. Mais c'est lors d'une séance publique qui sera convoquée le 6 octobre que les élus désigneront le nouveau président ou la nouvelle présidente. Entre le 3 octobre et le 6 octobre, c'est la vice-présidente Brigitte Bocon-Pagès qui assurera la transition. Merci Patricia pour toutes ces précisions. Vous le disiez justement, cette annonce a été faite à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Pour réagir à cette actualité et évoquer la rentrée, rejoignons le président délégué de la SBM, Jean-Luc Biamonti, qui nous attend dans les studios de Monaco Info. Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Une réaction tout d'abord bien évidemment à l'actualité. Après 10 ans à la tête de la Société des Bains de Mer, vous allez quitter sa présidence en avril 2023. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Écoutez, le sentiment peut-être quand même d'avoir fait ce qu'on m'avait demandé de faire, puisque quand je suis arrivé, les 2 meilleures années de la Société des Bains de Mer, c'est 2007, 2008, 2009, là, ces 2 exercices-là. Et à la fin de ces exercices-là, on interdit de fumer dans les casinos et le chiffre d'affaires baisse violemment. Et depuis, on est en difficulté. Moi, je suis arrivé en 2013, donc quelques années après le turning point. Et l'idée, c'était de revenir, si possible, au niveau de profitabilité de ces années précédentes. Et je crois que, vu le début de l'exercice en cours, on devrait y arriver sans trop de mal et même, j'ose espérer, même exploser le résultat. On devrait faire beaucoup, beaucoup mieux que 2008-2009. C'était votre feuille de route, ça, Jean-Luc Biamonti, de retrouver les chiffres de l'exercice 2008, C'était pas dit comme ça, mais c'était dit de retrouver la profitabilité du côté opérationnel de la société, c'est-à-dire l'hôtel et les jeux, ce qu'on a fait, et que le loyer soit le bénéfice. Jusque dans les derniers précédentes, le loyer compensait les pertes des 2 autres secteurs. Aujourd'hui, sur l'exercice en cours, on devrait être profitable sur les 2 secteurs traditionnels de la maison, les jeux et l'hôtellerie, et en plus avoir les loyers
comme bénéfice. Vous êtes confiant, donc, malgré la conjoncture actuelle, sanitaire, économique, géopolitique? Parce qu'il faut prendre tout ça en compte. Alors, on a les chiffres effectifs au 31 août, donc les 5 premiers mois de l'année, on a pris beaucoup d'avance sur le budget. À partir de là, on fait un exercice dit d'atterrissage, et on fait un atterrissage où on dit, sur les 7 mois qui restent, on fait le budget, sachant qu'on a fait beaucoup mieux que le budget les 5 premiers, et là, on explose le meilleur résultat jamais fait par la société, et quand on le dégrade, on a un scénario dégradé où on voit tout en noir, et même avec le scénario dégradé tout en noir, on est à l'exercice record tout juste. Évidemment, la pandémie, moi aujourd'hui, enfin si, il va y avoir une recrudescence, mais on ne voit pas de problème majeur. Vous serez dans le best-of, vous passerez cette image le jour où il y aura une grosse catastrophe pandémique de nouveau, mais le risque, il est plutôt géopolitique, comme vous l'avez indiqué, et s'il se passait quelque chose de dramatique en Ukraine, ça c'est plus embêtant. Il faut toujours faire face aussi à la réalité du marché. On a vu le secteur de l'hôtellerie-restauration est impacté, notamment au niveau de la main-d'œuvre. Comment vous faites face à ce fait de société ? Alors d'abord, ce fait de société, il est structurel pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Maintenant, il faut qu'on s'habitue à opérer dans cet environnement-là, premièrement. Deuxièmement, chez nous, il est amplifié par le côté saisonnier de notre activité, puisqu'on ne peut pas avoir le personnel toute l'année et pas faire grand-chose d'octobre à mars, et puis avoir les gens pour l'été. Donc on a énormément de saisonniers qui viennent pour les 6 mois de haute saison. Et là, il y a un combat féroce entre tous les acteurs. Alors, il y a moins de monde en général. Donc, on ne trouve pas, il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler dans les hôtels et restaurants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont probablement vu que c'était un métier difficile, avec des horaires compliqués, le week-end, le soir. On a perdu des gens qui travaillent dans ce secteur et qui ne veulent plus y travailler. Ensuite, on a le phénomène saisonnier dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que quand nous, on arrive en fin mai, on a besoin d'embaucher beaucoup de gens pour passer la période juin, juillet, août, septembre. Et là, c'est une concurrence énorme entre tous les acteurs du secteur, et sachant qu'il manque du monde, et on n'y est pas arrivé cette année, et personne n'y est arrivé, il manquait cette année une 40aine de personnes par rapport à ce qu'on aurait voulu faire. Et donc, pour essayer d'être le plus compétitif possible, bien entendu, il y a les salaires, donc pression sur les coûts. Et deuxièmement, il faut qu'on soit le plus attractif possible, c'est-à-dire les accueillir. Nous, on a des logements pour les saisonniers. Il faut que ces logements soient les plus agréables possibles. Il faut même si on les rend très agréables, il faut qu'on en fasse plus. On n'en a pas assez, mais ça va prendre un peu plus de temps. Et après, il y a une autre solution sur laquelle on a travaillé déjà à 2 reprises et qui serait idéale, c'est de minimiser le nombre de saisonniers dont on a besoin parce qu'on pourrait faire une activité d'hiver. Et donc, ça veut dire avoir un hôtel ou 2 dans des très belles stations de ski, Courchevel, Cran-sur-Sierre. C'est les 2 villes qu'on a étudiées. Et malheureusement, on n'a pas réussi à mener à bout les 2 projets. Mais si on avait un hôtel ou 2 dans des stations de ce calibre-là, on garderait le personnel qui irait travailler l'hiver à Courchevel et l'été à Monaco. Et ça nous faciliterait ce problème de saisonnier qui est assez compliqué. Nous parlions de la conjoncture actuelle en début d'entretien et notamment de la guerre en Ukraine et son impact, ses conséquences sur l'économie, mais aussi sur la hausse de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète la Société des Bains de Mer et comment vous comptez faire face à cela ? Alors c'est une préoccupation qu'on a depuis bien longtemps. Au-delà du prix de l'énergie, c'est le concept même de l'environnement et de la protection de notre environnement. Donc on fait très attention depuis très longtemps sur les déchets, sur la façon dont on traite le surplus de nourriture, de ne pas gaspiller. Maintenant, il vient se greffer ce problème spécifique de l'énergie. Pour nous, c'est un problème compliqué pour la raison suivante, c'est-à-dire que pour ce qui est du back-office, bien entendu, on va s'imposer les règles qu'il faut s'imposer. Les baisses de température l'hiver et les augmentations de température l'été. Et ça, c'est dans le back-office. Ensuite, notre métier, c'est de vendre du bien-être. Et donc, si vous vendez des chambres d'hôtel où vous dites dans lesquelles on a froid ou chaud l'été et froid l'hiver, ça mérite une réflexion et c'est pas facile. Honnêtement, on comprend bien la nécessité de le faire, mais il faut aussi passer le message à nos clients. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Mais une fois de plus, back-office c'est fait, front-office c'est un peu plus compliqué à gérer. Alors même si on a annoncé votre départ en avril 2023, vous continuez de travailler sur l'avenir de la Société des Bains de Mer. Un mot sur les travaux du Café de Paris, où en sont-ils ?
Alors, les travaux du Café de Paris, dans l'environnement que vous avez souligné, à savoir hausse des prix et disruption dans les chaînes d'approvisionnement, à ce jour, je prends un peu de précaution, à ce jour, on est toujours dans les délais, puisque l'objectif, c'est d'ouvrir début juillet 23. On n'a pas dérapé, on est même plutôt bien. En revanche, les coûts ont un peu monté, parce que les matières premières ont monté, parce que les matériaux de construction ont beaucoup monté, donc c'est un peu plus cher que prévu. Comme on a dégagé quelques espaces supplémentaires de magasins par rapport au projet initial, on a trouvé 2 petites boutiques supplémentaires, ce qui fait que pour le moment, les droits au bail de l'ensemble des boutiques que nous allons louer, les droits au bail, donc upfront, vont nous financer, j'ose pas trop le dire quand il y a quelqu'un d'LVMH dans la pièce, mais vont nous financer l'ensemble des travaux. Donc on devrait y arriver. J'imagine que d'autres grands projets vont aussi vous mobiliser dans les prochains mois, mais globalement, même si vous avez déjà un petit peu répondu à la question, Jean-Luc Biamonti, dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement en regardant dans le rétroviseur ces 10 années passées, puis aujourd'hui, les prochains mois à venir jusqu'en avril 2023? On vous sent toujours aussi motivé, confiant, toujours avec le sourire de faire briller cette institution qu'est la Société des Bains de Mer. Ah oui, non, mais ça, moi j'y suis très attaché parce que vous avez dit que je suis arrivé en 2013 comme délégué, mais je n'ose même pas vous dire quand est-ce que je suis rentré comme membre du conseil d'administration, je crois que c'était en 85. Donc vous voyez, ça fait un moment que je siège au conseil, donc j'y suis effectivement très attaché et j'y resterai très attaché. Je pense qu'à ce jour, vraiment, sans arrogance, mais je crois qu'on a fait avec toutes les équipes du bon boulot. On a redressé cette boîte qui dérapait, qui dérapait sérieusement. Aujourd'hui, donc, les chiffres dont on a parlé prouvent qu'on est redressé, qu'on est sur le bon chemin, on est sur des bons rails. Maintenant, on regarde devant. Il n'y a pas énormément, enfin il y a du risque, mais le risque c'est de s'endormir sur ses lauriers. Donc il faut qu'on continue à pédaler, que mon successeur prenne le train en marche et accélère. Et il y a beaucoup d'opportunités encore devant nous, quoi. Je crois que la Société des Bains de Mer a de très très beaux jours devant elle, et donc Monaco. Parce que si la Société des Bains de Mer marche bien, Monaco marche bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Biamonti d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info ce soir. Merci beaucoup. Culture à présent, la saison 2022-2023 des ballets de Monte-Carlo débutera dans un peu moins d'1 mois par une tournée en Italie. La programmation mettra à l'honneur les créations phares de Jean-Christophe Maillot. L'heure est actuellement aux répétitions et un nouveau visage a fait son apparition au sein des danseurs et danseuses de la compagnie. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni sont allés à sa rencontre. En général, les danseurs restent 3 ou 4 ans dans une compagnie avant de découvrir de nouveaux horizons. Les ballets de Monte-Carlo sont un peu une exception, une vraie famille, où les danseurs et danseuses se sentent très bien. Certains sont là depuis 6, 7, 8 ans, d'autres 15 ans. Pour cette nouvelle saison, parmi les 50 artistes, une seule nouvelle tête, Emily, une jeune Australienne de 19 ans. Ever since I was little, I loved performing on stage. I used to love to sing, dance, act. As I got a bit older, I found the love for ballet after watching ballet performances in Australia. And then I got into a school in Switzerland, and from there I just progressed. I got into a school in Antwerp, a junior company, and from there my love grew and grew, and then I got to audition for the company this year in June, and I was lucky enough to get the contract. I'm very, very excited. It's honestly a dream come true. Les semaines sont intenses avec chaque jour du lundi au samedi des cours de 10h à midi, puis les répétitions l'après-midi jusqu'à 18h. The dancers are very welcoming, it's very chill, it's not too school academy, which I really like as well. It's very free and you can enjoy the class, which I really like. And Jean-Christophe Maille's repertoire is beautiful, beautiful. So yeah, I'm very excited to learn more of his repertoire and be able to dance that and perform that. Also, the costumes are amazing. La saison 2022-2023 des ballets de Monte-Carlo débutera les 21 et 22 octobre avec une tournée en Italie et l'un des classiques du répertoire de Jean-Christophe Maillot, Cendrillon.
Et nous recevrons d'ailleurs demain le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, pour parler justement de la prochaine saison de la compagnie. En football, Benoît Badiachil et Youssouf Fofana ont brillé pour leur première sélection avec les Bleus. Titulaires hier soir face à l'Autriche, les deux Monégasques ont livré un match plein qui s'est soldé par un succès de l'équipe de France 2-0 en Ligue des Nations. Prochaine rencontre dimanche face au Danemark. En basket, les joueurs de la Roca Team s'apprêtent à reprendre le chemin des parquets. L'équipe est désormais au complet puisqu'elle a été rejointe par le vice-champion d'Europe Elio Kobo. Fin prêt à se mesurer à une saison exigeante en championnat et en Euroleague, les Monégasques débuteront leur saison ce samedi avec un déplacement à Nanterre en Betclic Elite. Et puis en tennis, Monaco connaît son futur adversaire en Coupe Davis. Après sa courte défaite face au Liban le week-end dernier, Monaco jouera le maintien dans le groupe 2 Monde face à la République dominicaine. Rencontre prévue au Monte-Carlo Country Club en février 2023. Régulièrement sur notre antenne, nous vous proposons des idées sorties pour le week-end. Eh bien, sachez que ce dimanche se déroule la journée européenne du patrimoine. Une journée où différents lieux emblématiques de Monaco ouvriront leurs portes gratuitement ou à tarif préférentiel. L'opportunité de découvrir autrement le patrimoine matériel et immatériel de la principauté. Et plus largement, le patrimoine se veut être un héritage du passé. Comment le préserver, le mettre en valeur? Et que nous apprend-il? Laetitia Demassy, chargée de mission auprès de l'Institut du patrimoine, est notre invitée ce soir. Bonsoir Laetitia Demassy. Bonsoir Émilie. Le patrimoine est un vaste domaine. Est-ce qu'on peut tout d'abord tenter de le définir? Oui, le patrimoine, ce sont les reflets du passé, ceux du présent que l'on souhaite transmettre aux générations futures. C'est un ensemble de produits et de processus que l'on hérite du passé, que l'on crée au présent et que l'on met à disposition des générations futures. On peut le diviser en 3 catégories. Le patrimoine culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine naturel. Et quelles valeurs il véhicule dans notre société, ce patrimoine? Il véhicule des tas de valeurs et aujourd'hui, la plus essentielle à mes yeux, ce sont des valeurs de paix. Le patrimoine culturel peut lier les hommes et ce faisant transmettre des valeurs de paix. On a fait des études qui ont prouvé que plus les offres culturelles diminuent dans un pays, plus la démocratie est en danger. On l'a bien compris, hein, c'est une réelle richesse, c'est un témoin de l'histoire qui nous ramène aussi à notre passé. Comment on préserve le patrimoine et est-ce que ça a un coût? Ça a un coût, effectivement, et on préserve le patrimoine tout d'abord par l'identification, c'est ce qu'on appelle les inventaires. Il faut l'identifier. Il faut ensuite le restaurer, le conserver et le préserver. Il faut le valoriser, faire savoir et impliquer les communautés pour que les communautés le fassent leur. C'est très important que le patrimoine soit vécu par la communauté comme lui appartenant et que la communauté se retrouve dans le patrimoine. Et finalement, la transmission pour les générations futures. D'où l'importance de ces journées qui mettent en valeur le patrimoine à Monaco, mais également plus généralement aussi en Europe. Exactement. Ça sert à ce que le patrimoine devienne un patrimoine inclusif et que ça soit le fait de tous, non seulement des gouvernements, mais également des communautés et de la société civile. C'est entre tous que l'on peut le préserver et le transmettre aux générations qui suivent. Est-ce qu'on peut dire que Monaco est un véritable musée à ciel ouvert, tant le patrimoine est immense? Tout à fait. Tout à fait, on retrouve le patrimoine partout à Monaco. On a cette grande chance d'avoir eu une famille princière qui a voulu mettre en avant et préserver le patrimoine depuis plein de générations. Et également cette société cosmopolite. Nous avons plus, comme vous le savez, de 140 nationalités à Monaco, ce qui fait que nous avons un patrimoine extrêmement riche et varié. Eh bien, merci beaucoup Laetitia Demassy d'avoir été avec nous. Et puis on le rappelle que la journée européenne du patrimoine est un bon moment pour découvrir le patrimoine de Monaco, même si il est sous nos yeux tout au long de l'année. Merci infiniment. Merci Émilie. Et c'est la date de la journée européenne du patrimoine que le jardin exotique a choisi pour rouvrir exceptionnellement ses portes alors qu'il était fermé pour travaux. Le lieu propose une exposition baptisée Jardin exotique, une source d'inspiration. Plus de détails avec Sarah Monnier.
Fermé depuis 2 ans, le jardin exotique rouvre exceptionnellement ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'exposition Jardin exotique, une source d'inspiration, emmène les visiteurs à travers l'histoire du jardin, ouvert depuis 1933. À proximité du musée océanographique se trouvaient des plantes succulentes, des cactés, des plantes grasses comme on les appelait à l'époque. Et l'idée était venue de pouvoir les déménager à un autre lieu car ça a la particularité d'être très envahissant. À l'heure actuelle, en ce qui concerne l'exposition, effectivement, on fait allusion un peu aux travaux, à des visuels qui correspondent aux travaux qui ont été effectués depuis la période. Le jardin exotique s'est également associé à la médiathèque de Monaco. Ensemble, ils ont fait appel à l'artiste Isabelle Mazzucchelli. Cette dernière est passionnée par la botanique et a créé un livre d'empreintes végétales, véritable indice du patrimoine du jardin. Elle a une vraie sensibilité là-dedans, elle est amateur, entre guillemets, mais il y a une approche totalement esthétique des choses. Et il y a cette volonté aussi de faire valoir un lieu, la nature bien sûr, mais aussi un lieu. Donc les variétés ont vraiment été choisies avec l'aide du jardin exotique, on va dire. On a choisi des plantes qui étaient typiques d'ici. Donc elles sont aussi choisies pour leur capacité à réaliser ces empreintes en fait. Vous pouvez retrouver l'exposition à partir de ce dimanche 25 septembre et jusqu'au 8 octobre, date à laquelle le jardin fermera pour poursuivre ses rénovations. D'une exposition à l'autre, la gare de Monaco-Monte-Carlo accueille Terra di Mare. Elle rend hommage à la côte méditerranéenne. Terra di Mare rassemble des clichés de Gilles Capadoro qui sont à découvrir jusqu'au 18 novembre prochain. Vous le savez, l'année 2022 marque le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. De nombreuses commémorations ont déjà eu lieu pour mettre en lumière la personnalité et le règne du trisaïeul du prince souverain. Prochaine en date, le colloque « Les carrières d'un prince, vie et territoire d'Albert Ier de Monaco ». Il aura lieu ce week-end au musée océanographique avec la présence notamment de l'acteur Charles Berling et de Stéphane Bern. Nous parlions tout à l'heure de la Journée européenne du patrimoine. L'Institut audiovisuel de Monaco fait partie des sites participant à la 27e édition. Il a d'ailleurs dévoilé la saison de Tout l'art du cinéma hier soir au Théâtre Princesse Grace. Elle aura pour thème les jardins secrets. L'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site officiel de l'Institut, le www.toutlartducinema.mc. Coup de projecteur à présent sur ce qui pourrait peut-être devenir une future success story monégasque. Créée en mars 2022, l'entreprise Greenbox propose la location de caisses réutilisables pour les déménagements ou le stockage. Le but, réduire l'usage des cartons à usage unique. Sarah Monnier vous fait découvrir cette alternative écologique, solide et économique. Bonjour les gars. Il aura suffi d'un déclic à Valentin Giannini pour développer son entreprise. Lors d'un déménagement, l'entrepreneur s'est vu embêté lorsqu'il a voulu utiliser des caisses plutôt que du carton, jugé trop polluant. Une sensibilité à l'écologie actée d'un désir d'utilité qui a fait naître Greenbox en mars 2022. Tout le monde peut être confronté à un besoin de carton, à un moment ou à un autre, que ce soit un particulier pour son déménagement, pour faire des travaux chez lui, pour protéger des choses, ou alors une entreprise qui a des gros changements, qui doit moduler beaucoup de choses ou qui fait du transport au quotidien. À un moment donné, on est tous confrontés un jour ou l'autre à un besoin de carton. À chaque fois qu'on va utiliser une caisse, on va gagner un carton qu'on ne va pas jeter, qu'on ne va pas mal recycler et tout simplement il y aura moins de volume ou de quantité de déchets. Il y a une conscience qui se développe, il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place dans les entreprises pour essayer de réduire l'impact. Ça avance tout simplement et il faut continuer, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage. Les entreprises doivent comprendre, doivent apprendre, mais c'est sur le bon chemin. Et de Nice jusqu'à Menton, l'entreprise cible tous les terrains, du particulier aux entreprises comme Decathlon ou la SBM Offshore. Robustes, les caisses sont là pour résister dans le temps, compter en moyenne une durée de vie de 10 ans pour chacune. Avec la crise écologique de plus en plus menaçante, faire des économies, même les plus petites, est importante. Une solution respectueuse de l'environnement comme nous aimons mettre en valeur sur Monaco Info. Il est temps de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric Elion? Grosse dégradation de prévue, Émilie, avec de la pluie attendue dès le début de la matinée. Des orages éclateront tout au long de la journée, parfois accompagnés de rafales de vent, notamment l'après-midi.
Les températures chuteront et seront comprises entre 15 et 19 degrés. Samedi 24 septembre, nous fêterons à la Sainte-Thècle. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui met en valeur le patrimoine de la Principauté ce soir. Je vous rappelle d'ailleurs le thème de la 27e édition qui se déroule ce dimanche, le patrimoine durable. Excellente soirée à tous et à demain samedi pour une nouvelle édition.